Oui, merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, mes chers collègues. Très rapidement, et je salue les questions posées par mes collègues avant moi. Et moi, j'ai quelques courtes questions assez précises concernant l'intervention de l'Union européenne sur l'activité de nos entreprises en Outre-mer. L'Eurogroupe a validé le 9 mars un plan d'aide de 200 milliards d'euros de prêts aux entreprises de la part de la Banque européenne d'investissement. Pouvez-vous nous dire si des entreprises ultramarines ont pu bénéficier de ce plan? Si oui, combien d'entreprises ont pu en bénéficier et à quelle hauteur? Quel type d'entreprise? La Commission, autre question, la Commission européenne a estimé qu'elle devait assouplir ses règles sur la concurrence pour les États membres, puissent aider de façon plus large les entreprises en difficulté. Avez-vous pu constater les effets de cette décision dans l'octroi d'aide d'État aux entreprises ultramarines en difficulté? Et pour finir, le 2 avril dernier, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, excuse-moi pour la prononciation, a annoncé la mise à disposition de 100 milliards d'euros pour les États et leur permettre de financer davantage les dispositifs de chômage partiel. Alors que le gouvernement annonce à se désengager progressivement du financement du chômage partiel, pouvez-vous nous exposer les besoins des entreprises au sujet du chômage partiel, justement, et combien aujourd'hui les entreprises d'outre-mer ont dû débourser pour financer les dispositifs de chômage partiel? Et pour finir, j'ai une petite question. Ont-ils suffisamment de trésorerie? Avez-vous suffisamment d'informations là-dessus? Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, M. Ratton a posé des questions sur les chiffres. Alors, je vais vous en donner d'aujourd'hui. J'ai sur l'ensemble des… il m'intéressait de savoir un peu dans nos territoires où on en était des fonds de solidarité. Donc, alors, sur le fonds de solidarité, au niveau national, c'est un chiffre qui date d'une heure, de 2 heures, je l'ai vérifié avant. Sur l'ensemble du national, il y a aujourd'hui 1 15 000 dossiers qui ont été réglés. Donc 1 15 000 entreprises, petites entreprises, qui ont demandé à bénéficier du fonds de solidarité pour un montant total d'1 351 500 000. On est loin des 7 milliards, mais on a déjà dépassé le premier chiffre qui était le premier chiffre annoncé avant que vous ne le modifiez en loi de finances. J'ai regardé ce que ça donnait dans nos départements. Pardon, cher Philippe, et pardon, Maïna, on ne les a pas, et pour les raisons que vous connaissez bien, je ne les ai pas sur la Polynésie et je ne les ai pas sur la Martinique, la Nouvelle-Calédonie. En Martinique, 8 092, chiffre d'il y a une heure, 8 92. En Guadeloupe et les îles du Nord, 11 31. En Guyane, cher député Serville, 2 42. À Mayotte, 1 15. À La Réunion, 21 67. La Réunion fait à elle seule à peu près la moitié aujourd'hui de la mobilisation du Fonds de solidarité. Sur les chiffres du chômage tels que nous les avons aujourd'hui, alors, le seul territoire qui donne des chiffres, et là aussi, si vous pouvez demander à vos préfets de les mettre en ligne, de les donner, c'est un très bon indicateur. Pour nous, on ne les a pas. Il faut aller jongler entre les DIECT, qui ne le mettent pas non plus, entre les DRFI, enfin, c'est un peu compliqué. Par contre, la Guadeloupe l'a bien fait. Donc, aujourd'hui, nous avons 47 000, on a 21 millions d'heures potentiellement chômées, Guadeloupe et îles du Nord. Dans le détail, il y a 6 017 entreprises qui sont impactées par le chômage partiel, qui représentent 38 700 salariés dans le seul territoire de la Guadeloupe, et en heures demandées, 17 millions… attendez, je ne lis plus le chiffre. Non, il doit y avoir une incohérence. Je pense que c'est 1,7 million, hein, pas 10. Saint-Barth, c'est 4 778 salariés, 950 entreprises. Saint-Martin, pardon, et Saint-Barth, 587 entreprises, 3 712. On a une autre difficulté, M. Rattenon, sur le chômage partiel, en dehors de ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la dégressivité à partir du 1er juin. C'est qu'aujourd'hui, dans les mécanismes du chômage partiel, c'est l'entreprise qui doit faire l'avance. Alors, il y a des entreprises qui ont parfaitement la capacité de le faire.
Et puis, vous avez des entreprises, et notamment les plus petites, qui n'ont pas la capacité de faire cette avance. Or, il existe une disposition du Code du travail, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, que l'on pourrait, sur lequel on peut s'appuyer et sur lequel le gouvernement devrait communiquer, me semble-t-il, un peu plus. C'est un article, je vous le donne, R5122-16 du Code du travail, qui permet aux entreprises en difficulté, sur leur demande, de ne pas avoir à faire l'avance de trésorerie du chômage partiel. Et dans nos territoires, je pense à La Réunion, qui a été impactée par d'autres crises préalablement, mais également en Guadeloupe, je ne parle pas de la Guyane et de Mayotte, où c'est extrêmement sensible. Encore une fois, je n'ai pas toutes les statistiques pacifiques, mais je pense que ça peut concerner un certain nombre d'entreprises. Je fais un lien aussi avec la question de Jean-Luc Ratenon. Je crois que vraiment, il faudra réinstaller de manière très claire le débat sur l'autosuffisance locale, sur la production locale, sur le fait qu'il faut pouvoir produire le maximum de choses localement et que les aides qui viennent en appui de cette production locale, que ces aides soient communautaires ou nationales, doivent permettre à la production locale de produire à un prix qui soit compétitif par rapport à l'import, c'est-à-dire un prix supportable par le consommateur. Nous le faisons, vous le faites bien souvent. La Réunion est un exemple de cette réussite-là dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, avec à la fois un producteur qui vit correctement de son travail et un consommateur qui n'a pas à supporter le différentiel de coût. Le différentiel de coût étant absorbé, en l'occurrence, beaucoup par des aides communautaires via le POSEI, via le régime spécifique d'approvisionnement, via l'octroi de mer, et via les fonds nationaux qui sont des fonds du CIOM, donc de la diversification. On a beaucoup eu de mal à faire infuser ce débat-là, à faire partager ce débat-là dans les esprits non domiens. Vous savez tous, et c'est une évidence, que c'est la direction dans laquelle il faut aller sur chacun de vos territoires. Vous le savez bien mieux que nous, bien mieux que moi. Simplement, on n'a pour l'instant pas réussi à transformer l'essai à Paris, et paradoxalement, on l'a plutôt plus transformé à Bruxelles, qui est un peu plus à l'écoute de nos particularités qu'à Paris, en tout cas dans la période avant le Covid. Je crois qu'on rentre dans une période qui est très favorable, où on a fait la démonstration de la solidité de la production locale, de son caractère impératif pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Jusque-là, quand on disait sécurité alimentaire des populations, on nous regardait avec des grands yeux en disant oui, enfin bon, ça va, il n'y aura jamais de problème. Ben si, voilà un exemple concret de problème qui peut exister, et il y en a eu tant d'autres. Donc, ça ne veut pas dire le repli sur soi, au contraire, ça veut dire la fierté de produire et de consommer au pays, et il n'y a pas de raison que sur des territoires, je pense singulièrement à La Réunion, avec 850 000 habitants, à l'ensemble l'ensemble antillais qui a 800 000 habitants, à la Guyane avec une population importante, et puis le Brésil qui est... Enfin bref, on doit arriver à produire sur place, et ça doit être une priorité nationale pour les Outre-mer, de notre point de vue, et il serait bon qu'on arrête avec les débats éternels pour savoir s'il vaut mieux importer ou s'il vaut mieux produire localement. Je crois qu'on a une fenêtre et qu'il faut vraiment s'en servir pour battre sur les tambours, sur tous les tons, qu'il est temps maintenant de considérer qu'il s'agit d'une priorité nationale. Je ne la décroche pas du coût de la vie, hein, entendons-nous bien. Il faut réussir à trouver les mécanismes, et nous les connaissons, puisqu'ils existent dans un certain nombre de filières, pour que le producteur local puisse produire localement et le consommateur puisse se retrouver au niveau des prix. Je crois avoir, dernier point, pardon, et qui fait aussi le lien avec une question qui a été posée par le député Ratenon. L'une des évolutions aussi, c'est peut-être, c'est sans doute d'essayer d'assouplir un peu les règles qui régissent la concurrence. Sujet explosif quand on en parle, évidemment. Non pas pour favoriser les concentrations, non pas pour être plus souple avec les ententes, bon, ce n'est pas le sujet, mais on se rend compte que sur des territoires aux frontières limitées, les règles du droit de la concurrence, les règles de ce que les producteurs ont le droit de faire et de ne pas faire sur un marché sont bien souvent très inadaptées à ce que nous connaissons.
dans nos départements d'outre-mer, ne pas donner la possibilité à la production locale de s'organiser, de se concentrer, de prendre des décisions collectives pour essayer de faire face à l'importation qui de toute façon sera toujours plus fort, c'est probablement faire une erreur et un contresens économique sur ce qu'est la réalité d'une économie insulaire. Quand vous produisez dans une économie insulaire, si vous ne vendez pas dans les frontières étroites de votre île, vous ne vendez pas tout court. Vous n'expédiez pas dans le département d'à côté, vous n'expédiez encore moins dans la région, et puis on ne parle pas de… Bon. Donc, il y a beaucoup de particularités qui font que le droit de la concurrence doit sans doute être assoupli, et je termine là-dessus pour répondre au député Rattenon, que pour le moment, l'annonce d'assouplissement des règles de la concurrence par la Commission, que nous avons vue comme vous et saluée évidemment, n'a pas connu de réalité concrète au stade où nous parlons. Je module un peu ce que je dis en disant qu'il revient aux États de faire des propositions et que je ne voudrais pas qu'on soit trop dur avec la Commission en disant ben voilà encore un truc qui a été dit et qui n'a pas été promis. La Commission a ouvert la porte, c'est maintenant aux États et singulièrement à la France de s'engouffrer là-dedans pour essayer de proposer des pistes d'assouplissement concrètes.